Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 2 de ce Mercato de Chelsea très attendu. Voilà, beaucoup d'attentes pour ces deux vidéos-là. La première partie a fait ses petites vues, voilà, elle n'a pas fait malheureusement le record de la chaîne comme j'aurais aimé qu'elle le fasse. Elle a fait 3000 vues à l'heure où moi je m'enregistre, peut-être qu'à l'heure où vous la regardez, elle aura explosé pour je ne sais quelle raison. Et voilà, pourquoi pas, écoutez. Mais en tout cas, elle n'a pas fait le record de vues et on espère peut-être que celle-là le fera parce que voilà, c'est les arrivées, c'est mes recrues. Qui est-ce que je prends voilà, au niveau des recrues et des arrivées à Chelsea pour l'été 2024? Et on va pas perdre énormément de temps. On va commencer par déjà cibler les postes dont on va parler. On va parler du coup du poste de défenseur central, on va parler du poste d'ailier gauche et on va parler du poste d'attaquant. Voilà. Autre chose que je vais rajouter, c'est que dans mon mercato idéal, je vais rajouter la vente de Raheem Sterling, du coup que je ne considère plus comme un joueur de Chelsea. Voilà, je vous avais dit dans le dernier épisode que j'hésitais encore pas mal sur le joueur, si j'allais le vendre ou pas. D'ailleurs, pas mal de gens dans les commentaires étaient plutôt sceptiques. Il y avait plutôt certains qui voulaient le garder, parce que voilà, c'est un joueur d'expérience, etc. Et d'autres ne voulaient pas le garder, voulaient le voir partir. Donc du coup, bah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le cas de Sterling divise énormément. Même moi, ça m'a fait pas mal parler. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, on va rentrer les 40 millions de sterling dans la balance. On était du coup à moins 226 millions dans le premier épisode pour ceux qui s'en souviennent. Je pense que je peux vous retrouver le petit visuel que j'avais fait. On passe donc à plus 266 millions de ventes. Voilà, 266 millions de ventes, c'est énorme. C'est énorme, si on arrive à vendre pour 266 millions, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, en parlant de vente, il y a Yann Madsen, voilà, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais il y a Yann Madsen qui du coup va partir. Il était dans mon mercato idéal, dans mes ventes, du coup ça fait plaisir. Voilà, en plus on va le vendre pour 43, 44 millions, je crois que j'ai vu, du côté d'Aston Villa. Donc c'est très intéressant, déjà financièrement pour nous, parce qu'on l'a récupéré gratos pour ceux qui savent pas, c'est un joueur de l'académie. Donc du coup on le revend et bah, c'est toujours intéressant. Voilà, on fait vraiment une plus-value de 40 millions, donc c'est magnifique. Ok, donc du coup on part tout de suite avec la première recrue. Et donc du coup le premier poste que j'ai ciblé, c'est le poste de défenseur central. Actuellement du coup au club, il nous reste, après mes ventes, il ne nous reste plus que Colwill, Fofana, Tosin et du coup Disasi. On a donc 4 centraux pour le moment au niveau de l'effectif actuel et on va essayer d'en recruter un cinquième parce que on connaît Chelsea, Colwill, Fofana, les deux se sont blessés, un pendant toute la saison, l'autre pendant plusieurs mois. Voilà, Disasi certes est un gage d'au moins de sécurité euh, parce que au moins lui il est là. Il a raté très peu de matchs, on l'avait vu dans mon bilan de fin de saison, je crois qu'il finit la saison à 43 matchs, un truc comme ça. Du coup, lui, il est là. Et Tosin, qui vient d'arriver, est là aussi, mais c'est plus dans un rôle de backup. Voilà, il nous faut un joueur dur sur l'homme, il nous faut un vrai joueur. Il nous faut un vrai joueur, et donc du coup, j'ai pisté 3 joueurs. Donc du coup, c'est 3 joueurs que j'apprécie énormément, qui ont fait une très bonne saison. Rentre dans les critères du board, parce que c'est 2 joueurs qui sont assez jeunes. Le troisième, est un petit peu plus âgé. Voilà, il est à un âge où logiquement Chelsea ne va pas dessus, même si bon, voilà, il faut il faut quand même en parler. Voilà, en tout cas, j'ai pisté 3 joueurs et du coup, à la troisième place de mes pistes, on retrouve Jorel Hato. Voilà, Jorel Hato de l'Ajax. Très bon défenseur central, il est extrêmement jeune. Voilà, il est extrêmement jeune. Voilà, comme tu peux le voir sur la fiche FBRF qui s'affiche là, on est sur un joueur qui n'a que 18 ans. Voilà, il est très jeune, Jorel Lato. Il peut jouer en plus de ça latéral gauche et défenseur central, donc niveau polyvalence, on est vraiment bien, mais il a énormément joué cette saison, hein. On peut voir qu'il a quasiment 4000 minutes au compteur. Et donc voilà, Jorel Lato qui a des stats qui sont, ma foi, très intéressantes. Voilà, bien sûr, côté défensivement, c'est pas non plus la folie, mais on rappelle qu'il est extrêmement jeune, que lui pourra progresser énormément. Même si dans ce domaine-là, voilà, niveau tacle, niveau blocage, on est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, au niveau des passes, parce que c'est ça aussi qui va être intéressant. Chelsea va être une équipe qui va jouer haut, va être une équipe qui va avoir le ballon. Donc, il nous faut des joueurs de ballon et on a vraiment des stats très intéressantes. Par exemple, le progressive carries que vous pouvez voir à 1,07 par 90 minutes. Voilà, il est dans le top 14 des meilleurs joueurs des 14 grands championnats. Évidemment, vu qu'il joue en Eredivisie, il les compare à 14 grands championnats, mais ça reste quand même plutôt pas mal. On a ensuite au niveau des passes completion, donc les passes réussies, on est à 92% quasiment, ce qui le place dans le top 2 au monde, c'est énorme pour le coup.
Et ensuite ici le shot creating actions, donc du coup ouais, forcément cette partie-là c'est du coup tu vas créer une action de frappe, hein, une action de tir, une possibilité de pouvoir frapper depuis l'arrière, donc du coup voilà, là aussi là 1,56 par 90 minutes c'est énorme. Donc du coup voilà, clairement on est sur un joueur qui balle au pied va pouvoir porter le ballon et va pouvoir apporter. Il va pouvoir apporter offensivement tout en étant un gage de qualité défensivement. Et quand on sait que cette année, il a même été capitaine. Il a été capitaine de l'Ajax. Je ne sais pas s'il a été toute la saison, je pense pas, parce que quand Henderson est arrivé, c'est lui qui a pris le brassard. Mais en première partie de saison, Jorel Ato était capitaine de l'Ajax à 17 ans ou 18 ans, comme De Ligt il y a quelques années. Donc voilà, Ato à la 3e position, c'est ma cible numéro 3. Mais être la cible numéro 3, c'est pas nul. C'est être la cible numéro 3 dans une longue liste où j'avais par exemple du coup Lenny Yoro, j'avais Diomandé et j'en avais un 3e jeune, mais j'ai oublié. Et après, voilà, il y avait d'autres joueurs comme des Botman, etc. dont je vais pas parler aujourd'hui parce que ça coûte un peu trop cher. Et voilà, du coup, j'aurai Lato au niveau du price tag, au niveau du prix que pourra demander l'Ajax. Je pense qu'on se situera à peu près à 40 millions pour Jorel Lato, qui, on rappelle, n'a que 18 ans. Et je pense que c'est une bonne possibilité pour lui. Et c'est lui que je mets donc à la 3e position. Et donc, du coup, ça nous laisse deux choix. Ça nous laisse deux choix. Et honnêtement, les deux me vont. Même s'il y en a un qui me va plus que l'autre. Un que vous avez vu sur la miniature. Voilà, je spoil un peu. Mais donc, du coup, mon choix numéro 2, c'est Joachim Andersen. Et mon choix numéro 1, c'est Riccardo Calafiori. Riccardo Calafiori, le joueur de la Squadra Azzurra, l'Italien, énorme contre l'Albanie, là à l'Euro pour son premier match. Pour moi, c'est même le MVP de la première journée, toutes sélections confondues. Voilà, Calafiori, qui a 22 ans, est au sommet de son art. On peut dire qu'il est au sommet de son art déjà. Il y a des talks, il y a des discussions avec la Juve pour potentiellement signer là-bas. Sauf que Bologne a refusé l'offre de la Juventus. C'est tombé du coup ce matin à l'heure où moi je m'enregistre. Et donc du coup, Bologne qui privilégierait un départ à l'étranger. Et forcément, s'il y a moyen de moyenner, voilà, Calafiori, moi je stream tous les jours, ça nous coûterait à peu près environ 40 millions d'euros. Vous avez sa fiche FBRF qui va du coup s'afficher à l'écran pendant que je parle, mais on est vraiment sur un joueur très polyvalent, très complet. Il peut jouer latéral gauche, c'est pour ça que ses stats offensives sont très élevées, c'est un peu comme Atto, même si lui c'est encore mieux pour le coup. Et voilà, au niveau du jeu de passe, on est à peu près comme Atto sur des standards très intéressants. Là encore, le Progressive Carries, on est dans le top 19, on était dans le top 14 tout à l'heure, là on est dans le top 19, mais c'est dans le Big Five Leagues, donc c'est dans les 5 grands championnats. Et donc du coup, ça le rend encore meilleur d'un point de vue statistique. 1,07 par 90 minutes, du coup progression vers l'avant avec le ballon, donc très très intéressant défensivement. On est sur un joueur qui est capable quand même, qui dégage très peu, mais honnêtement on n'a pas besoin de dégager, vu qu'on va jouer avec 70% de possession, peut-être un peu moins, mais entre 60 et 70, pas beaucoup de dégagement, il n'y en aura pas beaucoup je pense. Et honnêtement je pense que c'est un joueur qui pourrait parfaitement être en concurrence avec Colwill. Il faut pas trop laisser de place à Colwill, il faut lui donner un joueur qui est fort dans les pattes. Et donc du coup Calafiori c'est parfait. Et si on peut pas prendre Calafiori, et Joachim Andersen de Crystal Palace c'est pas mal aussi. Joachim Andersen, pour la faire très simple, je vais vous afficher sur Transfermarkt juste après, mais on est sur un 100% des minutes jouées, 38 matchs sur 38 en première ligue. Il a joué toutes les minutes de tous les matchs de championnat et il a été très très fort. Là encore, je vais vous afficher sa fiche FBRF, mais on est sur un joueur de qualité, on est sur un joueur de très grande qualité. On a du coup offensivement là encore des très bonnes qualités, de très bonnes projections vers l'avant, même si le progressive carries qu'on voit et juste là il est seulement à 0,55 par 90 minutes, on voit quand même qu'il a pas mal d'assists pour un défenseur. 0,08 par 90 minutes c'est pas mal. Je crois que on est sur 3 assists en tant que central, c'est pas mal du tout. Voilà. Et surtout ouais, son gros point fort c'est défensivement, dans les dégagements c'est un des meilleurs joueurs d'Europe. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je le prends pas lui et que je le mets deuxième. C'est pour ça, pour le progressive carries qu'on voit juste là, qui est donc à 42. Et du coup, il est dans le top 58, c'est-à-dire qu'il est même pas dans la première partie des meilleurs joueurs au monde dans ce domaine-là. Et même s'il est très fort en dégagement, Chelsea n'en aura pas forcément besoin. Mais ça reste un joueur qui est très intéressant et qui surtout se blesse pas. Surtout, il se blesse pas et c'est gage de qualité et en plus de ça, de sérénité. On sera serein avec un mec comme ça, c'est pour ça que je le mets deuxième. C'est parce que avec lui, on est sûr d'avoir un joueur qui va jouer
90% de la saison. Et ça, c'est très important. C'est très très important à Chelsea. Et en plus de ça, il a 28 ans, il a du bagage, il a joué la Coupe d'Europe, etc. C'est un mec qui connaît. C'est un mec qui connaît très bien, connaît très bien le football. Il a 28 ans, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le football. Ça fait 10 ans qu'il est dans le circuit. C'est le style de joueur que moi, personnellement, ça me dérangerait pas qu'on ait. Et c'est pour ça que je le mets en deuxième position, quand même devant Jorel Ato, parce que lui, pour le coup, Ato ne connaît rien. Ça fait vraiment un an qu'il est dans le circuit. Mais je le mets derrière Calafiori, qui pour moi est la piste à privilégier. En plus, ça, il est gaucher. Voilà, s'il y a besoin d'un latéral gauche, tu peux le déplacer sur le côté gauche. Bref, ça reste un très très bon choix. À la base, je pensais qu'on allait jouer l'Europa League. Je me suis dit qu'avec l'Europa League, tu peux quand même attirer des joueurs, même s'ils jouent en Ligue des Champions, s'ils jouent pas trop, etc. Bon, au départ, je voulais Nathan Ake. Ça, c'est mort de chez mort. Voilà, il est indispensable même à City. Donc voilà, ça m'étonne pas vraiment que City ne le lâchera pas et que même Chelsea n'ira pas dessus. Mais donc du coup, c'est pour ça que j'ai abandonné la piste Nathan Ake. Mais Calafiori, je trouve qu'on s'y retrouve plutôt bien. Un joueur qui peut jouer à gauche, qui joue défenseur central gauche, qui sera en concurrence avec Colwill. C'est très intéressant. Donc Calafiori, c'est ma première recrue voilà, pour cet été. 40 millions d'euros pour lui, je pense. Peut-être un petit peu plus, 45, on va arrondir. Voilà, 45 millions pour lui et le premier poste est bouclé. On passe maintenant au deuxième poste et là, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités parce qu'on le sait, Chelsea est à fond sur Michael Olise. Et moi, j'aime beaucoup Michael Olise, donc personnellement, ça me dérange pas. Mais forcément, ça crée pas mal de changements au niveau du mercato. Parce que oui, comme on le voit très bien ici, avoir Olise ou non, ça change pas mal de choses au niveau tactique. Parce que évidemment, avec un joueur comme Olise, tu es obligé de le placer titulaire côté droit. Forcément, ça laisse déjà beaucoup moins de place à Noni Madueke. Mais du coup, ça déplace Palmer forcément dans l'axe, même si moi, personnellement, je le préfère à droite. Et ça déplace Nkunku sur le côté gauche. Et si Nkunku est déplacé sur le côté gauche et qu'on a Nkunku comme ailier gauche, Mudryk servira de sub et on n'aura pas besoin de recruter un ailier gauche. Ce qui fait que le recrutement d'Olise va créer un espèce de décalage, un espèce de roulement qui va nous permettre de ne pas recruter à gauche. En fait, si on recrute à gauche, on n'a pas besoin de recruter à droite et inversement. Ce qui fait que si Olise arrive, je ne recrute pas d'ailier gauche et donc du coup on part sur un Olise à droite, Palmer dans l'axe et Nkunku à gauche. On en reparlera après dans la partie tactique. Mais si on ne recrute pas Olise, parce que c'est possible, eh bien, rien n'est si grave que ça. C'est pas si grave. On aurait donc Palmer à droite, on aurait potentiellement Nkunku dans l'axe, et on aurait surtout à gauche un nouveau joueur. Et il va falloir recruter aussi à gauche parce qu'on a perdu Sterling. Je vous rappelle qu'on a vendu Sterling. Et donc du coup, là encore, 3 possibilités. J'ai limité à 3 à chaque fois en fait, le nombre de possibilités. Et donc du coup, en troisième place, j'ai pris un joueur qui, honnêtement, voilà, quand j'en ai parlé dans un de mes groupes sur Twitter, ça s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas grave. Memphis Depay. Memphis Depay, c'est du coup le choix numéro 3. Voilà, il est libre de tout contrat. C'est un des gros points positifs pour lui qui va dans son sens. Voilà, Memphis Depay qui a 30 ans. Donc du coup, voilà, il est quand même bien avancé dans sa carrière. Lui aussi, il a du bagage. Il a joué la Ligue des Champions, il a joué la Coupe du Monde, il a joué l'Euro, il a joué toutes les grosses compètes, il les a jouées. Toutes les grosses compètes, il les a jouées. Et c'est un joueur qui a énormément de qualité. Bien sûr, il se blesse énormément, c'est pour ça que je ne le mets pas plus haut. Mais honnêtement, un Depay côté gauche, là-bas, là, ça peut être très intéressant, très très intéressant dans ce système-là. Et surtout, il va falloir des joueurs d'expérience. Et c'est pour ça que je pourrais le choisir lui. Ça, c'était du coup pour Memphis Depay, qui forcément est sur une saison un petit peu plus compliquée. Ouais, une saison beaucoup plus compliquée à cause des blessures, notamment. Parce que voilà, c'est vraiment, ça a joué totalement contre lui. Il a joué que 800 minutes cette saison, donc c'est à peine l'équivalent de 10 matchs. Et il a mis 5 buts pour, du coup, une passe D. 6 GA en probablement, voilà, en à peu près, on va dire combien. Si je sais calculer, on est sur 9 matchs et demi à peu près, vraiment à peu près. Mais en 9 matchs et demi, quasiment 10 matchs, il a eu le temps de mettre 5 buts et une passe D. Ça reste quand même des stats intéressantes. Il faut espérer qu'il se blesse moins en fait, c'est pour ça qu'il est seulement troisième, parce que honnêtement c'est un très très bon choix, c'est une très très bonne possibilité. En plus de ça, ça apporte de la polyvalence parce qu'il peut aussi jouer dans l'axe, ça peut être un joueur de qualité, il peut jouer en 10 aussi. Ça peut être un joueur qui peut beaucoup aider, mais il va vraiment falloir qu'il se calme au niveau des blessures. Et c'est vraiment dommage parce qu'à 30 ans, je trouve qu'il aurait pu parfaitement matcher avec l'effectif de Chelsea. On passe maintenant à la deuxième place, et à la deuxième place, j'ai piqué un joueur à David, j'avais pas pensé à lui à la base, mais en ayant vu David faire sa vidéo, c'est vrai qu'il matcherait totalement avec l'effectif. On est sur un joueur de
très très grande qualité, honnêtement, très très grande qualité. C'est un joueur qui connaît le championnat, avec qui joue en première ligue. C'est Eberechi Eze, c'est le choix 1 de David. Moi, c'est mon choix 2. Eberechi Eze, pour la simple et bonne raison, son prix. Voilà, 70 à 75 millions d'euros, je pense, pour Eze. Il a un contrat, je crois, jusqu'en 2027, si je ne dis pas de bêtises, hein, ça c'est à revérifier. Mais Eze, 25 ans, il est sûrement dans l'apogée de sa carrière. En tout cas, il va rentrer dans l'apogée de sa carrière. Et à 75 millions d'euros, c'est énorme, je trouve. C'est vraiment beaucoup. Après, voilà, au niveau qualité, j'ai rien à dire, hein, c'est un joueur de très très grande qualité. Il a joué 2000 minutes cette saison, seulement 27 matchs joués sur 38 au niveau du championnat. Il était beaucoup blessé, notamment au début de saison, malheureusement. Mais voilà, je vais vous afficher du coup sa fiche sur du coup Skauka, je sais pas comment ça se prononce. Mais du coup, voilà, si on parle de la fiche de Eze, on peut voir du coup 11 buts, on peut voir 4 passes D, donc 15 GA en 27 matchs. On est sur un joueur qui a mis 4 buts depuis l'extérieur de la surface, quand même, c'est pas rien. Et on est sur un conversion rate, plutôt, excusez-moi. On a donc 20% de taux de conversion de ses frappes en but, donc c'est pas mal. Ça fait un tir sur 5 qui rentre, honnêtement, c'est pas mal du tout. Et on est à peu près dans les bons codes pour un ailier. Souvent, on est aux alentours de 20, ouais, de 20%, 25% pour ceux qui sont vraiment pas mal. Voilà, parce qu'ils sont pas trop là pour ça, ils sont surtout là pour apporter du déséquilibre. Et justement, Eze, je trouve qu'il en apporte un petit peu moins et je pense que sa tendance à rentrer dans l'axe la plupart du temps va peut-être faire qu'il va vraiment se marcher dans les pieds avec un Nkunku, avec un Palmer. Donc, va falloir faire attention. Va falloir faire attention et c'est pas un joueur qui va vraiment rester sur son côté, tu vois. Et j'ai peur que ça crée une petite mésentente. C'est pour ça que je le mets pas premier. Parce que moi, il me faut un ailier déroutant, il me faut un ailier qui tape les gens pour vivre, comme dirait Ngannou. Et voilà, le joueur déséquilibrant par excellence, le meilleur joueur de Championship l'année dernière, Crysencio Summerville. C'est ma recrue côté gauche, 40 millions d'euros pour lui. Donc on est sur un tarif beaucoup plus bas que celui de Eze. Et on est sur, comme je vous l'ai dit, le meilleur joueur du championnat de deuxième division anglaise, en tout cas l'année dernière. Et je vous affiche à lui aussi sa fiche Skauka qui apparaît du coup à côté de moi. Et moi je l'ai à ma gauche, donc c'est pour ça que je tourne la tête, hein, pour ceux qui se demanderaient. Donc du coup, ouais, on observe du coup 20 buts cette saison, 19 en championnat plus 1 en playoff si je dis pas de bêtises. 20 buts cette saison, on rajoute à ça 9 passes D et une des stats que je préfère personnellement, 119 chances créées dans cette saison. 119 chances créées, c'est énorme. Voilà, si on compare par exemple Depay, bon Depay a très peu joué cette saison, mais c'est seulement 13, et Eberechi Eze qui a déjà un peu plus joué, c'est seulement 54. Et là on est sur 119, c'est absolument énorme. Il a provoqué 3 pénaltys, c'est pas mal du tout. Au niveau des duels au sol, il est largement au-dessus des deux autres, même s'il a encore... Il a joué plus de matchs, et en plus de ça, c'est pas la première ligue, c'est la Championship, donc forcément c'est un petit peu plus simple, entre guillemets, même si la Championship est un championnat très sous-estimé pour ça. Et du coup, on peut aussi rajouter son taux de conversion à lui, il est encore plus haut que celui que Eze, parce qu'on est à 22,7% de taux de conversion, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et si je vous compare du coup les 3 fiches que je vais vous afficher maintenant à l'écran, du coup vous voyez plus ma tête logiquement, mais on peut voir que au niveau du vert, ça veut dire que c'est la meilleure stat, et ceux qui sont en rouge, c'est du coup ceux qui n'ont pas la meilleure stat. Et forcément, on a une grosse domination de Summerville dans à peu près tout. Voilà, il y a juste en frappe depuis l'extérieur de la surface et en taux de frappe cadré en pourcentage de Eze qui est supérieur, mais vraiment de très très peu, hein. Ça joue à 0,5% carrément. Et juste, voilà, c'est 4 buts depuis l'extérieur de la surface contre 1. C'est vrai que ça, c'est un point qui joue en la faveur de Eze, mettre 4 buts en l'extérieur de la surface. Donc, t'es capable d'aller allumer contre les blocs bas. C'est pas trop le cas de Summerville. Mais voilà, Summerville, comme je vous l'ai dit, c'est le joueur déséquilibrant par excellence. Et il éclate tout le monde dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je le choisis lui, et pas quelqu'un d'autre, mais je le choisis lui en pointe, excusez-moi, que je le choisis lui en tant que ailier gauche pour l'effectif. Et enfin, au niveau des attaquants. Au niveau des attaquants, eh bien écoutez-moi, je vais pas prendre mon propre choix. Parce que mon propre choix, ça aurait été d'aller chercher un Isaac, ce serait d'aller chercher un Gyökeres, donc un top attaquant. Mais c'est pas ce que veut le board. Ce que veut le board, c'est un jeune attaquant talentueux ou alors un attaquant qui coûtera pas trop cher. Bon, dans le cas actuel, il y a 3 joueurs qui reviennent assez souvent. C'est John Duran, c'est du coup Samuel Omorodion depuis quelques jours, et c'est du coup Serhou Guirassy. Et du coup, parmi ces 3-là, clairement, celui que moi, je prends sans aucune hésitation, je vais vous en parler après. Mais avant ça, à la 3e place, on retrouve John Duran. John Duran, pourquoi je le prends lui? C'est parce qu'il a très très peu prouvé dans un
dans un top championnat. Omorodion aussi a très peu prouvé, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais du coup je vais vous afficher là encore les fiches Kauka des deux. Bon, j'ai pas mis des stats très très claires, enfin j'ai mis les stats de base, hein. J'ai pas, on peut éditer pour mettre d'autres stats, etc. Mais j'ai préféré mettre juste ça pour le moment. Mais comme vous pouvez le voir, John Duran c'est 400 minutes en pro, alors que Omorodion c'est déjà 2000. C'est déjà 2000, bon c'est pas avec Grenada, hein. Voilà, normalement vous le voyez avec Alaves, mais moi je voyais le logo de Granada. Mais voilà, 2000 minutes c'est beaucoup plus que John Duran. Il a quand même 35 titularisations cette saison, enfin 35 matchs joués plutôt. Voilà, il a beaucoup plus joué, donc beaucoup plus prouvé également. Il a quand même mis 9 buts cette saison du coup en championnat. Bon, il a un taux de conversion très très bas, hein, parce qu'il a quand même tenté 57 frappes, enfin même encore plus, ça c'est le nombre de frappes cadrées. Mais enfin non, il a tenté voilà 57 frappes pour 9 buts, c'est pas énorme. Mais voilà, c'est une frappe sur 6 à peu près, enfin un peu plus, mais c'est pas grave. Mais donc du coup, ouais, voilà, Omorodion, c'est pour ça que je le mets pas troisième et que je mets John Duran troisième parce qu'il a très très peu d'expérience, très très peu d'expérience. S'il vous plaît, le board, mettez pas 50 millions sur ce mec. Si on met 50 millions sur ce mec, mais où va le monde? Honnêtement, où va le monde? Je me demande. Je me demande parce que John Duran, il a pas le niveau pour déjà ne serait-ce qu'être titulaire à Aston Villa. Pourquoi est-ce qu'il le serait à Chelsea? Bien sûr, aujourd'hui, Aston Villa, c'est meilleur que Chelsea, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'un joueur, quand dans sa tête, il arrive à Aston Villa et qu'il n'est pas titulaire, il peut jamais imaginer être titulaire à Chelsea. Et honnêtement, avoir Duran l'année prochaine à Chelsea, ce sera même pas une bonne concurrence à Jackson. Jackson, il va s'amuser. Duran, il fera des entrées cataclysmiques à chaque fois et on aura un Jackson qui, au final, sera titulaire toute la saison. Et même quand il sera mauvais, bah, il sera pas remplacé, il sera pas mis en concurrence. Donc ça, je trouve ça très nul. Je trouve ça très très nul. À côté, Omorodion, c'est pas non plus une concurrence de fou, mais au moins, il a déjà un petit peu plus montré, il a déjà un peu plus joué. Il a marqué 9 buts cette saison. Bon, il a marqué notamment un but contre le Barça, je suis allé voir ses stats tout à l'heure. Voilà, un but, même s'ils ont perdu le match, il a quand même marqué. Et voilà, il a joué 2000 minutes, au moins il a du temps de jeu dans les jambes. Maintenant, le problème c'est que l'Atlético a déjà refusé 2 ou 3 offres, je crois qu'on montait à 45 millions et que l'Atlético a encore refusé 45 millions. Le problème il est là, le problème c'est le prix, je pense qu'il va falloir payer 55, 60 millions, c'est beaucoup trop pour Omorodion. Et donc du coup forcément, l'attaquant que je prends personnellement, c'est Guirassy. Bien sûr, parmi les attaquants qui sont actuellement pris dans la tenaille du board, on va dire, c'est Guirassy que je prends, que je choisis. Voilà, il coûte 18 millions d'euros. Ça clause libératoire, elle a 18 millions. Le mec est immense. Je vous raffiche ses stats juste à lui, mais on a du coup 28 buts marqués cette saison, 28 buts, 75 tirs. On est sur 37% de taux de conversion. C'est énormissime, 37%. Voilà, dites-vous que c'est plus que Duran, hein, qui a joué beaucoup moins. Donc du coup, ce serait normalement plus simple d'avoir un taux de conversion plus haut. Il a 37% de taux de conversion sur 75 frappes, il a cadré 45 frappes, il a mis 28 buts. Donc même qu'il faut même parler de ça là, de 28 buts en 45 tirs cadrés, on est sur au-dessus de 60% je pense de taux de conversion à ce moment-là. Mais voilà pour l'attaquant, ce sera donc Serhou Guirassy. Et donc du coup on se retrouve maintenant pour la partie un peu tactique. Alors on se retrouve un peu pour la partie tactique avec du coup ce que vous voyez à l'écran pendant que je parle. Et on va parler un petit peu de ce 11 là. Et donc du coup avec, voilà, j'ai mis à peu près tous les joueurs, je pense que j'ai mis tous les joueurs, j'en ai pas trop oublié. Du coup quand on a un joueur en bleu foncé comme ici, on est sur un joueur titulaire. Un joueur ici, un bleu un petit peu plus clair, on est sur un joueur remplaçant. Et un blanc ici, on est sur clairement le troisième gardien, c'est le seul qui est en blanc. C'est parce que bon, je le compte pas vraiment en fait, hein, c'est pour ça. Mais donc du coup forcément en titulaire, pour moi celui qui part avec une longueur d'avance, c'est Robert Sanchez, qui du coup part avec une longueur d'avance sur Petrovic, qui sera donc le deuxième gardien, parce que voilà, au niveau du jeu long, Sanchez va être privilégié par Maresca. Et voilà, je pense que Sanchez sera le titulaire. Au niveau de la défense, pour le moment, on part sur du coup Fofana et on part sur Colwill, qui seront tous les deux là, avec du coup forcément Disasi en backup et donc du coup Tozin également en backup. Donc ça c'est ce qu'on a actuellement. Et donc du coup on rajouterait Calafiori ici en concurrence de Colwill, avec un Tozin qui serait du coup en concurrence de Fofana je pense, et un Disasi qui agirait un peu en tant que roue de secours, vraiment au cas où quoi. Et donc du coup on aurait cette disposition là. Voilà, sur les côtés rien ne change, avec du coup l'apport de James et de Gusto côté droit. Côté gauche maintenant on retrouve Cucurella qui sera pour moi titulaire, avec Chilwell qui sera là en backup pour avoir du coup forcément deux joueurs côté gauche et ne pas avoir à recruter encore un latéral gauche. Je pense que c'est vraiment pas utile. Au milieu de terrain, on a toujours des joueurs de qualité. On a Gallagher qui est là, qui pour moi n'agira pas en tant que titulaire, parce qu'on a du coup Caicedo
Et on a Enzo qui est là et qui va, du coup, je pense, faire le double pivot. Voilà. Ensuite, ici, on a sur le banc, on a du André Santos, on a du Romeo Lavia et enfin du Carnet Chukwuemeka. Voilà, on a un gros milieu. On a un gros milieu, ça fait plaisir. Au niveau des milieux offensifs, bah, je les ai mis ensemble, mais c'est vrai que voilà, Nkunku et Palmer auront une grosse carte à jouer du côté de la saison prochaine. Et à droite comme à gauche, on a donc Madueke et Mudryk qui pour moi seront des joueurs sub la saison prochaine, peu importe qui arrive. Et parce qu'évidemment, si Olise vient, on aurait donc un Madueke en backup. Et on aurait Palmer en 10 et Nkunku à gauche. Donc du coup, Modric en backup. Et si Olise ne vient pas, on aura Palmer à droite, on aura Nkunku dans l'axe et on aura à gauche. Personnellement, je pense que ce sera Somerville, même si ça peut être quelqu'un d'autre évidemment. Et en pointe, on aura donc une concurrence entre Jackson et Guirassy, selon moi. En tout cas, voilà, ça c'est au niveau de l'effectif. Maintenant, au niveau clairement de l'animation, on n'est pas là pour cette vidéo, mais ça donne en tout cas cet effectif final que je vais vous afficher à l'écran. Je ne sais pas si je vais vous afficher du coup petit à petit le board tactique. Je pense que je vais directement vous afficher le 11, enfin avec du coup tous les effectifs, etc. Du coup, voilà, en bleu foncé, on a les joueurs titulaires, en rouge, les recrues, et en bleu un petit peu plus clair, on a les remplaçants. Et donc, en tout cas, voilà qui vient un peu clôturer cette vidéo mercato. Je sais pas combien de temps elle a duré, honnêtement, je vois pas. Mais je pense qu'elle a duré un bon bout de temps. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On continue de rush. On a passé les 2000 abonnés d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. C'est vrai qu'on a passé les 2K, je pense, le lendemain de la dernière vidéo que j'ai faite. Donc ça fait très très plaisir. Merci à tous pour la force que vous nous donnez. On continue d'avancer et on vise les 3000. On vise les 3000 prochainement. Voilà, les vidéos de Chelsea arrivent sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. On est sur une vidéo par semaine, peut-être deux si j'ai le temps, mais on ne sera pas sur une grosse dynamique comme on l'avait fait en mai. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, je l'ai quand même oublié. La balance finale. La balance finale, on a donc 40 millions pour Calafiori, 40 millions pour Somerville, ça fait 80 millions, plus 18 millions pour Guirassy, on s'en sort avec moins de 100 millions d'arrivées. Voilà, on parle de 98,5 à peu près. Et si on prend Olise à la place de Somerville, on passe à 100, combien 118,5. Donc on est largement dans le vert. Et voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de plus, hein. Je pense qu'avec cet effectif-là que vous voyez à l'écran, on peut largement être compétitif l'année prochaine, que ce soit avec du coup Nkunku à gauche, Palmer et à droite du coup Olise, ou alors Palmer à droite, Nkunku dans l'axe et Somerville à gauche. On peut très bien être compétitif la saison prochaine et viser un top 4 avec cet effectif-là. Clairement, pour moi, c'est clairement possible. Maintenant, il va falloir voir ce que va faire le board à ma place, parce qu'évidemment, le board va recruter encore une fois 14 joueurs, comme chaque été. On est habitué pour ça. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, très bonne matinée, peut-être, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et donc, du coup, je vous laisse. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.